fait, on a recréé réellement ce sujet-là pour faire en sorte d'humaniser au possible la DSI, de faire en sorte qu'elle soit incarnée finalement par une entité digitale, parce que quand elle était en application mobile ou en chatbot, elle était complètement digitale, mais qui ne soit pas en effet Laurent Rousset ou l'ensemble du codir de la DSI, mais qui soit bien une entité globale auquel tout le monde pouvait finalement se rattacher. Je m'appelle Bertrand Ruiz et bienvenue sur le podcast CIO Révolution. Si vous êtes curieux de connaître les enjeux organisationnels, les solutions pragmatiques et les réflexions sur la transformation des entreprises qu'ont les CIO français en 2022, vous êtes au bon endroit. Ici, pas de langue de bois, que du concret. Mais avant de commencer, je me présente. Je suis le CEO d'Ersas, une solution web qui permet à la DSI et à la direction générale de partager une vue claire des projets en cours, des décisions à prendre et des priorisations à faire. Vous manquez de temps ? Ersas vous aide à vous focaliser sur l'urgent et l'important. Le besoin en reporting est de plus en plus fort ? Ersas génère votre rapport flash décisionnel en un clic. S'il y a un historique fort entre les DSI et les métiers, Ersas va vraiment vous aider à collaborer de manière efficace. Sur ce, je vous laisse avec ce nouvel épisode à la découverte de nouvelles façons de faire. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis super content aujourd'hui de vous présenter Laurent Rousset. Laurent a été le directeur des opérations digitales et le DSI en France du groupe Adecco. Bonjour Laurent. Salut, comment vas-tu ? Ça va. On avait commencé la conversation un petit peu avant, donc on va la reprendre maintenant. Mais si tu peux me dire un petit peu, toi, voilà, ta mission vu que tu as eu changé de poste entre temps, donc à la direction des opérations digitales, ça veut dire qu'il y a quand même eu un changement. Ça a été quoi tes missions principales chez le groupe Adecco et tu y es resté combien de temps? Bah, écoute, je suis resté 5 ans au sein du groupe Adecco, avec en première mission, en effet, un poste de DSI du groupe en France, avec des missions très claires de reconstruction d'une DSI qui, en fait, n'avait plus de DSI depuis 5 ans. Donc, il y avait une DSI, mais il n'y avait plus de patron. Le patron était parti puisque les activités avaient été reprises par des entités globales. Et puis, une autre mission autour, en effet, de l'accélération digitale de l'entreprise, qui, n'ayant pas eu d'investissement pendant un certain temps, s'était retrouvée en retard vis-à-vis de la concurrence et donc une nécessité d'accélération digitale qui s'est conclue par de nombreux projets autour de sujets digitaux pour les candidats notamment. On a beaucoup travaillé sur tout ce qui concernait le candidat et la capacité à parler et à fidéliser les candidats. Et puis, moi, mon évolution, elle a continué dans ce mode-là, où à la fin, j'ai pris la direction des opérations digitales, c'est-à-dire tout le périmètre de pilotage des business units digitales du groupe Adecco en parallèle de l'IT. Voilà. Ok. Et donc du coup là on est vraiment dans le cœur de métier du groupe et donc du coup dans la création de services qui servait vraiment la partie business pure. Ah oui, non, très clairement, hein, dans les business units, on travaillait autour de la partie formation, autour de la compréhension du métier à travers tout ce qui était data analytics, puisque d'ailleurs une des BU s'appelait Adecco Analytics, ça s'appelle toujours Adecco Analytics, et puis aussi la création d'une entité d'intérim digital qui s'est appelée Adecco Quick Match, là qui visait vraiment à faire de l'intérim par du digital, c'est-à-dire de l'application mobile et de l'automatisation derrière. Donc oui, on était vraiment au cœur du sujet avec une vraie transformation de business que vit en ce moment le monde du RH. C'est-à-dire que le monde du RH jusqu'à présent était un monde très client-driven, dans le sens où c'était le donneur d'ordre qui pilotait le marché et qui aujourd'hui, enfin, c'est de notoriété publique, où aujourd'hui on voit qu'on a un vrai problématique de compétences et d'alignement des compétences entre les besoins marchés et la demande, l'offre et la demande, et où donc les entreprises d'un seul coup deviennent candidate driven et doivent s'intéresser à beaucoup à ce qui se passe avec leurs candidats et devenir finalement, j'aurais tendance à, il y a un terme qui ressortait beaucoup chez nous et où je crois bien, c'est agent de candidat, c'est en gros carrière coach, c'est-à-dire que comment finalement je suis capable d'accompagner une personne dans l'ensemble de son cursus professionnel, je sais pas, de son premier stage à son CDI en passant par de la reformation et ainsi de suite. Et donc une vraie transformation de business quelque part, où tu passes d'un modèle où les gens vont te demander de recruter à un modèle où tu vas finalement accompagner la transformation des compétences des personnes pour les amener à l'emploi. Et donc, une transformation digitale, parce que quand tu parles à un candidat, il devient un consommateur. Et si tu parles à un consommateur, tu lui parles en digital. Et tu vois, pour être sûr de comprendre, tu as dit deux choses, enfin tu as dit plusieurs choses qui m'intéressent, mais pour être sûr que aussi nos auditeurs comprennent bien, tu disais il n'y a pas eu de DSI depuis 5 ans, tu es arrivé, donc il y avait un IT, et en fait tu es arrivé à ce moment-là parce que
Là, tu disais reconstruire. Est-ce que tu parles de reconstruction en termes de legacy technique parce qu'il y avait des enjeux ou plutôt de volonté de créer des services, donc du coup d'une personne qui les incarne? En fait, pour être très clair, un grand projet avait été décidé par le groupe Adecco, un grand projet global qui visait à construire un produit global qui allait servir tous les pays du groupe. Voilà. Et donc, tous les investissements des pays se sont portés vers la construction de ce produit, cette solution logicielle globale, solution qui n'a jamais vu de jour. Voilà. Et donc, quand moi je suis arrivé en 2016, il n'y avait plus de DSI au sens, il n'y avait plus de patron réellement informatique en France. Il n'y avait pas eu d'investissement pendant presque 4 ans, puisque en gros les gens faisaient principalement de la maintenance, hein, on va dire ça comme ça. Et donc l'ambition, elle n'était pas tant de reconstruire un legacy, au contraire, il fallait plutôt le transformer, mais surtout de reconstruire une DSI. Et donc de reconstruire l'image de la DSI, les services proposés par la DSI, et puis la capacité à passer d'un mode run à un mode build. Et donc un vrai transformation de posture de la DSI. Ok. Et le second point, on va revenir sur la posture ici au niveau tu vois, de l'interne. Tu parles beaucoup du coup de business, de proposition de valeur, etc. Souvent, c'est une des choses qu'on a reproché à la DSI, il faut le dire les choses clairement, c'est-à-dire de ne pas avoir cette culture-là. Est-ce que toi, tu penses que quand tu arrives en termes de DSI, tu avais un peu ce rôle que des fois le marketing peut avoir et des fois que celui qu'on a voulu donner à des typologies de période de poste type CDO qui a créé d'autres problématiques. Est-ce que tu es arrivé directement dans cette double rôle ou tu t'es construit petit à petit ce second rôle? Non, non, je suis arrivé dans un rôle de DSI et j'ai construit ma légitimité sur le business, hein. Bon, c'est très compliqué d'arriver dans une DSI, comme je te le disais, hélas, un petit peu en déshérence, parce que très clairement, on avait expliqué aux gens des régions que bientôt on n'aurait plus besoin d'eux, hein, c'était un peu l'idée quand même. Donc de leur dire que bah non, hein, vous avez de la valeur, vous avez du talent, reconstruisons des choses ensemble. Et donc déjà tu dois reconstruire en interne, et puis tu dois reconstruire vers tes clients internes et leur expliquer qu'il y a quelque chose. Et une fois que tu as réussi à démontrer les choses, oui, tu peux après aller expliquer qu'en effet, toi aussi, tu parles un langage business et que tu es à côté d'eux. Ok, et donc, ok, super intéressant. Donc, t'as une reconstruction, une image à faire en interne, hein, et par ce que tu as prouvé avec tes équipes, vous avez réussi à vous positionner comme on peut être vraiment créateur de business ensemble et pas juste une DSI, on va dire tooling interne, mais DSI marketing, DSI CTO, enfin création de services. Ok. Alors, tu parlais donc de comment tu as redoré un peu le blason de la DSI en interne. Si tu avais des apprentissages à nous faire, à nous passer sur la façon dont tu as un peu roadmappé ça. Par exemple, souvent, tu vas entendre ah ben oui, on a fait des quick wins pour montrer qu'on a apporté de la valeur. Bon, ok, d'accord, très bien. Mais globalement, comment tu t'as structuré un peu ta démarche pour arriver à gagner, à montrer que ça délivrait et à gagner leur confiance surtout? Bah, je pense que le sujet du quick win reste quand même entier parce que la première chose qu'on demande à une DSI, comme à toute direction d'ailleurs, hein, il n'y a pas de la DSI dans ces cas-là ne doit pas échanger, c'est le delivery. Et que donc à un moment donné, la première chose qu'on te demande, c'est de délivrer. D'ailleurs, ça c'est un sujet intéressant, c'est aussi sans sujet de roadmap, c'est que moi j'avais un poste COMEX au niveau du groupe Adecco et que dans ma posture COMEX, j'étais d'abord membre du COMEX avant d'être DSI. Je pense que c'est quelque chose aussi qui est assez important, c'est de dire, quand je suis autour de la table avec, l'ensemble des autres personnes du COMEX, que ce soit les patrons des ventes, du marketing ou autres, je suis d'abord à leur niveau et donc je vais avoir le même langage qu'eux parce qu'on va prendre des décisions stratégiques autour de la table et ainsi de suite. Ce qui fait que quand on redescend au niveau de la DSI et de des directions techniques, il faut avoir la même posture. Donc c'est une posture de direction d'un niveau COMEX et donc le delivery est aussi important que la direction commerciale qui doit remplir ses budgets et ainsi de suite. Donc ça veut dire porter une exigence et faire reporter une exigence sur la capacité à délivrer tout aussi importante que celle qu'on peut avoir, si je prends les agences ADECO, à délivrer le budget, à recruter des gens. Ça, c'est un sujet important parce que au-delà du quick win, c'est remettre, je dirais, un petit peu l'église au milieu du village par rapport à c'est quoi les basiques de l'entreprise, c'est quoi les basiques de la DSI. Où en effet, de temps en temps, on peut avoir l'habitude de penser que c'est normal d'être en retard sur des projets, en fait. Et il n'y a pas de raison de l'être. Non, non, mais ça paraît bête, mais tu vois, c'est une question de posture importante qui, même par rapport au COMEX, on ne doit pas s'échapper en disant ah bah oui, il y a un tel qui est en retard. Enfin, non, non, c'est de la responsabilité de la personne de porter les sujets et c'est de la responsabilité de la direction de l'assumer. Et donc, dans le sujet, au-delà en effet de délivrer, de trouver des choses qui se portent réellement et qui soient très visibles par le business, il y a quand même une ambition aussi globale de posture générale de l'ensemble des personnes de la DSI vis-à-vis du delivery. C'est-à-dire leur rappeler c'est quoi les enjeux, c'est quoi la mission
du sujet. Et donc, on a commencé par ça. On a commencé à se dire, voilà, finalement, c'est quoi la mission de la DSI vis-à-vis du groupe Adecco et qu'est-ce qu'on veut rendre. Voilà, si on parle de nous, qu'est-ce qu'on veut faire en fait. Et ça a été un premier travail par rapport à ça. Et une fois qu'on a fait ce premier travail, on a décliné ce que ça voulait dire morceau par morceau. Et je pense que on a construit donc une vision, hein, une mission, vision. Alors, c'est des bien grands mots, souvent, on les a plutôt quand tu parles de stratégie d'entreprise, mais je pense que c'est la même chose quand tu commences à construire des stratégies IT. C'est-à-dire, en gros, qu'est-ce qu'on veut faire. Et chez Adecco, on a fait un truc qui était à la fois super simple et super ambitieux, mais on parle peut-être loin, qui était déjà simplifier la vie des utilisateurs. Voilà. Et de se dire, voilà, notre job, ça va être déjà de simplifier la vie des utilisateurs. Et quand on dit utilisateur, c'était à la fois les utilisateurs internes, mais aussi les clients externes. Ce qui était déjà une dimension très très différente. C'est-à-dire que si tu considères que ton candidat devient un utilisateur, tu dois apporter une simplification de sa vie. Donc tu dois t'intéresser à ce que tu produis, ainsi de suite. Donc déjà, une dimension qui est à la fois interne et externe. Et donc tout ça, ça fait que ça rayonne de manière un peu différente. Et puis après, quand tu dis c'est quoi simplifier la vie, c'est de la customer experience, hein. Est-ce que c'est facile à utiliser? Est-ce que c'est sans couture? Si je suis à l'extérieur, mais ça veut dire qu'il y a de la sécurité. Si je suis en extérieur, ça veut dire que c'est du 24-24. Voilà. En fait, tu tires une pelote qui fait qu'à un moment donné, tu reconstruis les bases de ce que ça veut dire être vigilant vis-à-vis de ton délivré et de délivrer de la valeur. Et ça te permet aussi, dans ton discours vis-à-vis du business, de t'assurer que tu coches les cases quand le business vient de voir. C'est-à-dire qu'une fois que tu as exposé ça, donc ce que je te décris là, hein, ça fait partie de la feuille de route, qui était une feuille de route aussi stratégique d'un point de vue posture que stratégique d'un point de vue applicatif. Je ne vais pas vous décrire après la roadmap projet, enfin, tu vois, ça, c'est des sujets qui sont beaucoup plus classiques, mais la posture amont, qui était de dire, voilà, nous, le cadre dans lequel on va travailler pour vous délivrer ça. Ok. Et est-ce que ça, t'as pu le faire parce que des fois, c'est un point que je vois, c'est-à-dire que la vision, donc tu arrives dans une période aussi compliquée pour le groupe, forcément, parce qu'il y a il y a un projet qui a pas porté ses fruits. C'était aussi un changement, j'imagine, de position sur le marché et tout. Est-ce que la vision et les objectifs de l'entreprise étaient clairs pour les collaborateurs avant même de ceux de la DSI? Alors, on était en effet, comme tu le dis, hein, tu as raison de le préciser, on était un peu en pleine transfo. Moi, je suis arrivé en 2016 où on venait d'avoir un nouveau changement de gouvernance avec un nouveau président qui était en train d'établir une stratégie de 2017 à 2020. Et donc, en effet, il y avait un sujet, de transfo. Maintenant, euh, ce sujet de stratégie et de transformation, il a beaucoup plus un impact sur la partie roadmap projet, entre guillemets, que sur la posture que tu as toi-même. Et tu vois ce que je veux dire? C'est que je pense que ce qui est intéressant, assez vite dans cette partie de reconstruction, ça a été de donner une identité de forme, presque plus de forme que de fond, finalement, à la DSI. En disant et ça, c'était intéressant parce que je l'ai tout de suite porté vis-à-vis de la direction générale, en disant: Voilà comment nous on va être, voilà ce qu'on veut faire, voilà ce qu'on assume de faire et voilà dans quelle posture on va se mettre pour vous délivrer tous les projets dont vous avez besoin. Parce que finalement, ton patron, la seule chose qui l'intéresse, ça va quand même être le delivery que tu as et la valeur créée pour le business. Et à partir de là, ça veut dire que si tu actes cette posture et cette identité, quand le business vient de voir ou quand tu vas voir le business et que tu travailles sur des projets, sur ta roadmap et ainsi de suite, tu vas t'assurer que déjà, tout ce qu'on te propose comme projet coche bien les cases que toi, tu as remplies. C'est-à-dire que si tout le monde est d'accord pour dire il faut que ce soit de la customer experience, que ça soit simple, que ce soit machin bidule, et que tu as un super utilisateur expert qui vient de voir avec un projet de 6 mois où en gros enfin lui ça lui fait super plaisir, mais ça ne sert pas les besoins du business en agence et qu'au contraire tu es en train de tordre complètement le modèle, là tu peux dans un discours, je dirais d'égal à égal, gentiment lui dire écoute, moi j'ai un problème, c'est que ça ne correspond pas à la stratégie qu'on a pour délivrer nos projets. Donc qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'est trompé? Ou est-ce que ton projet, à un moment donné, il n'est pas aligné par rapport à ce que me demande le business? Et donc, tu arrives dans une discussion qui est aussi une dimension où finalement les arbitrages que tu peux avoir sur les projets deviennent des arbitrages où tout de suite l'enjeu business prend la main sur des enjeux d'expertise. Ouais, mais il faut que ça soit clair. Il faut qu'il soit clair. Ah ben, il faut que ça soit très clair, mais il faut le poser dès le début. C'est-à-dire que je pense qu'un des points importants, c'est que, et c'est pour ça que j'insiste toujours sur la posture finalement, hein, on dit toujours le poisson pourrir par la tête, moi j'y crois assez. Je pense que malgré tout, même si c'est dans des structures horizontales et où tout le monde participe à la construction, il y a quand même des besoins et des devoirs d'exemplarité de chacun.
et une nécessité d'identité. Et il faut amener cette identité et cette posture identitaire. Et quand je dis le DSI, quand il est au COMEX, c'est d'abord un membre du COMEX qui a le droit de parler d'égal à égal avec l'ensemble des représentants du COMEX et des autres entités. Si tu n'as pas ça et tu n'as pas cette capacité à le faire, forcément, tu te retrouves toujours dans les visions d'eux. Et donc, ton message, il est quand même beaucoup moins fort parce que tu as une capacité de discussion qui est quand même un petit peu moins grande. Une fois que tu es autour de table et que tu peux en parler, forcément, tu as le même langage, tu as un langage stratégique, tu as un langage où on t'explique le business et donc tu dois être à même de le comprendre. Donc ça veut dire que tu dois faire aussi l'effort de le comprendre et de le parler et ne jamais demander aux gens de comprendre ton truc, mais en tout cas, toi, faire l'effort de comprendre leurs besoins. Et puis d'être très clair vis-à-vis de la forme et de la façon dont tu vas travailler avec eux. Donc, c'est de la mise en place de la gouvernance, bien sûr. Hein. Il y a des choses qui sont basiques, hein, donc peut-être que je ne les évoque pas, mais c'est réexpliquer une gouvernance, réexpliquer quelles sont les parties prenantes, ce que vous voulez délivrer, et surtout comment tu vas le faire. Et je pense que le comment est souvent quelque chose qu'on oublie. On parle beaucoup du quoi, tu vois, on parle de la roadmap, on parle du quand, on parle très peu du comment finalement. C'est-à-dire, quelle est la posture dans laquelle je vais me situer pour le faire. Et pour autant, quand tu regardes une entreprise, elle a une culture d'entreprise, chaque entité a sa culture. Et souvent, la DSI, on est rarement sur une culture enfin, on parle d'agile ou ainsi de suite, mais c'est pas tant l'agilité, c'est vraiment de dire, c'est quoi, en fait, quand tu vas voir les gens de la DSI, ben, il doit avoir une sorte de culture qui doit être bien sûr alignée avec celle de l'entreprise. Donc à Déco, il y a beaucoup de bienveillance, et donc bah, la culture, elle était associée à cette bienveillance. Mais néanmoins, on disait très clairement, nous, on veut faire du mobile first, on veut faire des choses simples pour les utilisateurs, on veut amener de la sécurité et ainsi de suite. Donc, est-ce que toi, quand tu as des projets business, est-ce que ça répond à ces enjeux-là et dès que tu es sur ces discours-là, alors évidemment, c'est pas, il faut les tenir, mais ça amène les gens à avoir des postures très très différentes, très clairement. Et c'est une question d'identité, encore une fois. Moi, je crois beaucoup à une gestion identitaire de la DSI pour que la DSI ait une identité au même titre que les autres directions ont une identité. Et je pense que c'est un des vrais leviers du sujet, du marketing de la DSI, qui est un peu notre thème aujourd'hui, qui est de dire finalement la DSI est une direction comme les autres. Ce qui n'est pas le cas souvent. Hein. On parle toujours des fonctions support versus les fonctions commerciales et ainsi de suite. Et la fonction DSI, elle est support du support souvent. Mais ça, je suis d'accord avec toi sur le constat. Ok, moi c'est ce que je vois aussi. Mais en fait, à quel moment on se dit que la technologie, puisque c'est ce que la DSI apporte, n'est pas dans le cœur du réacteur de l'entreprise? Pourquoi le switch il se passe pas? Est-ce que les DSI aujourd'hui n'ont pas la bonne posture en termes de communication et de leadership? Ou est-ce que c'est un historique tellement fort qu'il y a un changement de mentalité? Ou est-ce que c'est que la direction générale n'est pas encore convaincue que tout projet, tout changement va toucher à la technologie, qu'à un moment donné, on doit maîtriser cette technologie-là? Ouais, moi, je suis pas sûr que ce soit une incompréhension de la technologie, parce que je pense que tout le monde vit dans un monde technologique et qu'à la limite, il y a quand même une certaine appétence. Je suis pas certain que ce soit ça. Il y a deux choses. Après, il y a comment je l'exploite. Et ça, par contre, les gens savent pas forcément. Et donc, finalement, on rejoint à ton point 1 qui est le leadership de la personne qui la met en place. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je mets de la technologie, en fait? C'est-à-dire que le why, tu vois, j'ai parlé beaucoup du comment. Il y a bien sûr le pourquoi. C'est-à-dire que les 5 why qu'on doit poser à chaque fois, enfin, il faut le faire. Tu vois. Et il faut le mettre de manière claire parce que sinon, tu fais de la techno, tu risques de faire de la techno pour de la techno. Alors, il y a des cas où il faut faire de la techno pour de la techno. Et moi, j'ai milité très très longuement pour que on arrête de faire des cahiers des charges dans des coins et qu'après on vienne nous voir avec des cahiers des charges parce que j'y crois pas. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le premier sujet, c'est déjà en effet de savoir quels sont les cas d'usage, c'est-à-dire qu'on est passé du cahier des charges au cas d'usage, hein, ce qui est deux choses différentes, et que la techno rebat les cartes du business. Là, je suis complètement aligné avec toi. C'est-à-dire que c'est pas seulement un enabler, c'est que c'est même quelque chose qui va au-delà de l'enablement, c'est quelque chose qui peut même construire des nouveaux business. Et ça, en effet, c'est des sujets où les personnes de la DSI, entre guillemets, doivent avoir cette vision, doivent avoir cette curiosité pour pouvoir, en effet, quand ils s'adressent aux gens du business, avoir la capacité à dire quelque chose que la DSI ne dit jamais, c'est non. Mais non pas de manière négative, mais un oui mais, qui est de dire, qui est de dire à un moment, oui mais il y a certainement mieux à faire, oui mais on pourrait faire quelque chose d'autre, ou accompagner de manière différente. Et pas simplement prendre le cahier des charges en disant là, ils nous font faire encore les vieux trucs, quoi. Je pense qu'il y a une dimension très très dynamique vis-à-vis du sujet, mais c'est vrai que c'est des pans de posture,
Et de manière très transparente, tu peux ne l'asseoir que si tu es un peu pertinent vis-à-vis de ton delivery. C'est-à-dire que si tout est en vrac, que tu as des bugs de partout et que ça pète de partout, autant te dire que c'est pas la peine d'en parler. Enfin, ce qu'on se dit là, ça sert à rien. Enfin, on évacue le sujet et on passe à autre chose, hein. On est d'accord, dans la pyramide de Maslow, c'est juste, tu as un legacy que tu maintiens et qui fait que ça tourne et que ça pète pas tout le temps, mais c'est que tu peux pas faire d'évolution forte si tu crées pas une capacité de build, ce que tu disais, et plutôt orienté business avec des cas d'usage, etc. Et donc, du coup, toi, tu as une posture au COMEX, c'est une posture que tu gardes à la DSI. Premier point. Deuxième point, tu définis une vision à la DSI, c'est-à-dire qu'est-ce que nous, on pense il faut faire pour que ça fonctionne en termes de techno. Donc, tu disais module first, sécurité, il n'y a pas de moyen, quelque chose qui soit simple, toujours pratique, et c'est un peu le filtre de la DSI qu'elle met sur toutes les demandes et volontés des différentes business units. Et ensuite, tu disais quoi? Tu disais incarner. Comment tu es incarné? Bah, incarner et identité, hein, tu vois, c'est ce que tu évoques, c'est cette notion identitaire qui permet à un moment donné de construire un même langage ou une même culture à l'intérieur du truc. Alors souvent, tu peux le faire beaucoup par du KPI, hein. Encore une fois, hein, je suis toujours, enfin, ce que je dis là se met au-dessus de tout ce qu'on connaît de bonne gouvernance, hein, avec les bons projets, d'ouverture, enfin d'ouverture en tout cas de communication vis-à-vis des KPI. Moi, je suis pour l'ouverture et l'open book, pas du tout sur la black box, hein. Je pense qu'il faut ouvrir et rendre ouvert le plus possible et dire quand ça va et dire quand ça va pas. Ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que je pense qu'on a tendance à se refermer et donc montrer beaucoup de KPI et de présenter beaucoup de KPI. Et je sais que ça, Bertrand, de ton côté, tu es assez sensible aussi, donc j'ai pas de souci. Et à partir de là, ça amène et ça va amener un élément de confiance. Transparence apporte de la confiance et de l'engagement. Mais c'est évident. Et pour tout le monde, parce que d'un seul coup, tu mets les gens, c'est-à-dire que tu ramènes les gens avec toi. C'est-à-dire que si tu es capable de leur faire comprendre tes problèmes, de les présenter de manière honnête, finalement, il n'y a pas de raison que les gens en face de toi, ils aient juste envie de te démolir. Moi, j'ai toujours plutôt reçu des choses en disant, bah, Laurent, comment on peut t'aider? Je suis d'accord avec toi. Mais moi, ce que j'ai vu sur la transparence, c'est que c'est pas tant une volonté de pas être transparent qu'une opacité par défaut dans la façon de faire et le comportement qui est pas, tu vois, c'est pas une volonté de pas être transparent. C'est juste que les supports qu'on utilise, la façon dont on va faire les choses. Par exemple, un truc très bête. Quand tu travailles en open source, etc., t'as pas de réunion. Donc, tout est écrit, c'est accessible, l'historique des choses. Donc, du coup, quand t'es pas en synchronicité avec les autres, tu as toujours moyen de revenir dedans. Parce que les choses c'est un flow accessible. Quand tu avais une culture de la réunion, qu'il n'y a aucun compte rendu clean, mais quand tu loupes une ou deux réunions, c'est fini, tu n'as plus rien si tu n'es pas dans le cœur du cyclone. Donc en fait, tu es déjà éjecté par défaut. Et je pense qu'il y a cette question de la transparence dont tu parles, elle est d'autant plus importante dans la transformation que ça touche toutes les parties prenantes de l'entreprise et on se rend compte que avoir l'engagement de tous en continu, ça nécessite aussi une façon de changement de faire. Oui, non, je suis assez d'accord. Je pense que, mais c'est un changement aussi, tu vois, de posture par rapport à ça. C'est-à-dire que quand moi j'ai décidé à un moment donné, pareil, de donner non seulement une identité, mais de dire maintenant la DSI va communiquer. Et ça, je dois avouer que j'ai eu la chance de rencontrer un patron de la communication chez Adecco qui m'a dit tu veux que la DSI soit une direction comme une autre, donc je vais te traiter aussi comme une direction comme une autre. Tu es donc un client interne. Comment je peux t'aider dans ta communication? Ce qui est quand même, bon, ce qui peut être rare, hein, donc je reconnais que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un de rare par rapport à ça. Et donc, on a construit avec lui une démarche de marketing interne et de communication interne, comme si on avait construit une démarche de marketing externe et de com. C'est-à-dire qu'on a fait une campagne de com. Et donc, on a réfléchi aux meilleurs moyens de gérer de la com, et ça rejoint exactement ce que tu disais, c'est-à-dire finalement, comment je ramène les gens dans le cœur du cyclone, dans une communication permanente, et simple, parce que malgré tout, à un moment donné, la DSI doit pas être non plus le cœur, voilà, on fait du business, hein, le but du jeu, c'est quand même de faire du business, mais que ce business soit connu. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur cette démarche-là, qui a d'abord été en effet une démarche de communication et de gérer une communication de manière unifiée et claire. Donc, j'avais typiquement un responsable, enfin d'ailleurs une, pour être plus précis, une responsable communication DSI qui appartenait à la direction de communication, mais qui était fonctionnellement rattaché. Et on a géré dans un premier temps déjà que tout l'ensemble de la communication soit homogène.
C'est-à-dire qu'on a retaillé tout ce qui était les templates, la façon de communiquer, qui avait le droit de communiquer, des choses comme ça. Et puis en fait, on s'est rendu compte à un moment donné que, après quelques problèmes de gestion de crise inhérents à certains de nos prestataires, qu'on avait besoin d'aller un pas plus loin encore. Tu vois, il fallait gérer les choses dans un step plus loin. Et, et on a pris la décision, hein, je parlais d'identité, de donner une identité à la DSI à travers un avatar et en fait un porte-parole qui était une porte-parole de la DSI. Et on a travaillé, et là ça a été très très intéressant parce qu'on a fait rentrer finalement l'ensemble de l'équipe et de la DSI a défini comment devait être le porte-parole de la DSI. Donc c'était plus incarné par une personne de chez vous, mais c'était vraiment un avatar. C'était une autre une personne qui n'existait pas. C'était quoi? C'était un icône, comme vous l'appeliez? Ah, c'est une personne qu'on a inventée. Donc, on a fait un persona, hein. On a exactement travaillé sur des systèmes de persona. Donc, on a créé plusieurs personas et on a défini un persona avec un avatar qui s'appelle Easy, I-2-Z-I-E, et qui est toujours, hein, d'ailleurs, la porte-parole de la DSI d'Adecco et qui est en fait le point de reconnaissance et de convergence vis-à-vis de l'ensemble de la communication et du marketing. Et donc Easy est devenu le point d'orgue, c'est-à-dire que la personne qui identifiait la DSI finalement, c'était pas Laurent Rousset ou certaines autres personnes, c'était Easy. Alors qui a pris plein de formes, hein. D'abord au début, ça a été bah, une boîte mail, hein, ça paraît bête, mais c'est comme ça. Donc la DSI communiquait sur Easy et non plus sur la DSI. Les SMS qui pouvaient être envoyés sur un certain nombre de choses étaient envoyés pareil par Easy. Et puis, bah, on lui a donné une vraie identité, on lui a donné une vraie personnalité. On a la chance chez Adecco j'avais la chance, en fait, comme je travaille avec le marketing, d'avoir des gens qui étaient assez enthousiastes. Et donc, on a créé carrément, voilà, comme c'était une femme, bah, elle avait la possibilité voilà, d'être une femme réellement. Et donc bah, ouais, elle avait non, non, mais ça paraît bête, mais voilà, c'est une femme dans l'informatique, il faut saluer le sujet. Donc, et c'est pas moi qui ai décidé, c'est la direction, c'est la DSI qui avait décidé que ce soit une femme. Donc, ouais. Et en plus, avec, voilà, elle était mariée, elle avait un enfant, un chien. Enfin, voilà, donc non, mais c'est intéressant parce que tu lui donnes une vraie vie, quoi. Et donc, et derrière, bah voilà, on avait des silhouettes en carton Easy, on avait des trucs. Et puis Easy, elle a pris plein de formes. Elle est devenue une newsletter, elle est devenue un mail, elle est devenue des tableaux de bord, elle est devenue des chatbots et une application mobile. Et aujourd'hui, l'application mobile qui permet de faire et d'alerter les utilisateurs chez Adecco lorsqu'il y a des problèmes de prod ou ainsi de suite, c'est EasyPulse. Et en fait, bah, tu as sur ton appli directement le tableau de bord et la santé de l'ensemble des applications, de l'ensemble du groupe. Les KPI de communication étaient des KPI de communication associés à Easy. Donc un vrai sujet, ce qui fait que on parlait plus de la DSI, ou on en parlait en tout cas, mais on parlait beaucoup d'Easy. Alors en bien ou en mal, hein, parce que de temps en temps, Easy, elle prenait des fléchettes dans le dos, mais ça c'était quand ça marchait pas bien. Mais une vraie incarnation très très forte, avec à chaque fois des discours très forts, des discours mais aussi simples, et qui permettaient d'avoir un ton toujours constant. Et je pense que ça fait partie exactement de la communication qu'on peut avoir, hein. C'est que on parle des éléments de langage, on parle de la culture, on parle du ton. En fait, on a recréé réellement ce sujet-là pour faire en sorte d'humaniser au possible la DSI, de faire en sorte qu'elle soit incarnée finalement par une entité digitale, puisque quand elle était en application mobile ou en chatbot, elle était complètement digitale, mais qui ne soit pas en effet Laurent Rousset ou l'ensemble du codir de la DSI, mais qui soit bien une entité globale auquel tout le monde pouvait finalement se rattacher. Et les gens avaient, en fonction de leur capacité à écrire des mails, ils avaient le droit ou pas d'utiliser Easy. Quand on devait faire des communications, c'était forcément ça, et ainsi de suite. Mais c'est assez. Ce qui est intéressant, c'est que, ça a permis d'amener l'ensemble de l'équipe et de la direction derrière un concept assez fort, hein, et assez innovant finalement, puisque moi, c'était la première fois que je faisais ça et que je voyais ça, très clairement. Ça a en effet permis de donner une identité ultra forte à la DSI, presque plus forte que les autres directions, ce qui fait qu'en fait, on est passé d'une direction, on n'était finalement pas une direction comme les autres, hein. Finalement, pour pouvoir être une direction comme les autres, on est devenu une direction qui n'était pas comme les autres. Bon, alors je ne sais pas si c'est un biais positif ou négatif, mais en tout cas, c'était une réalité. Et on a pu surtout dialoguer de manière très très claire. Et il y avait toujours le même dialogue, toujours la même descente, toujours le même système qui est, voilà, enfin aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un porte-parole au gouvernement.
c'est quand même le porte-parole du gouvernement qui donne aussi un peu de ton, qui va dire les choses qui vont bien, qui va dire les choses qui vont pas bien. Et ben là, c'est la même chose. Ce qui fait que quand il y avait des problèmes, quand ça allait bien, bah, c'était toujours Odile qui le disait, voilà. Et quand ça allait pas bien, elle commençait, et puis en général, c'est moi qui arrivais derrière, hein. Donc, bon, c'est quand même aussi normal. Mais, mais l'avantage, c'est que en effet, on a créé une dimension très très claire, avec, je pense, une certaine fierté des équipes derrière. Ouais, tout à fait. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus juste sur la fréquence et le quotidien des informations liées au projet que vous portiez? C'était quoi? C'était toutes les semaines, vous vous envoyez des news sur ce qui se passait, hein? Ouais, on avait différentes newsletters, c'est-à-dire on avait de toute façon une communication, donc une communication permanente à travers les axes de toutes les plateformes collaboratives disponibles sur Adecco, puisqu'il y avait une digital workplace sur lesquelles on avait aussi une communauté Easy. Donc on était comme sur un fil Twitter, on était capable de communiquer en permanence sur ce qui se passait. Donc c'était de la communication quotidienne sur les projets. Alors, tu avais un fil de communication qui était plutôt un fil de communication d'alerte et d'annonce sur des problématiques diverses et variées comme on peut rencontrer dans un grand groupe. Et puis, des communications qui étaient sur, en effet, les déploiements des nouveaux projets. On avait une communication mensuelle sur la roadmap et donc tous les déploiements roadmap que les gens allaient avoir. Donc on communiquait très fortement sur la roadmap projet. Donc les utilisateurs savaient, connaissaient à la fois la roadmap technique et la roadmap business, en disant voilà, telle application va vous permettre de faire ça. C'est-à-dire qu'on n'était pas en train de vous dire, tiens, vous allez recevoir la version 4.11, mais en lien avec tel process et tel cas d'usage, voilà ce qui va se passer à partir de ça. Et donc, on communiquait aussi ça. Donc ça, c'était des choses qui étaient mensuelles sur la roadmap globale. Sinon, ouais, c'était des communications quotidiennes sur ce qui se passait, sur ce qui allait arriver. Et puis, chaque fois qu'il y avait un déploiement, il y avait une communication qui arrivait avant, une communication qui arrivait après, toujours par les canaux officiels. C'est-à-dire qu'en fait, on n'était pas, on essayait d'utiliser le mail au minimum, mais c'était toujours soit en effet par la communauté, soit on pouvait le faire par quand ça concernait des spots sur du SMS, soit par l'application mobile, ou sur l'application mobile, tu pouvais directement avoir l'information, et ainsi de suite. La newsletter tombait de manière régulière parce que malgré tout, les gens aiment bien les mails. Mais c'est vrai qu'on a essayé de sortir de la partie uniquement mail pour aller plutôt vers de la communauté, vers des sujets où les gens pouvaient même réagir par rapport à ça. Donc c'était quand même plus intéressant. Mais c'est quotidien. C'est-à-dire qu'une fois que tu passes dans ce mode de communication, tu te rends compte que tu dois devenir quotidien, en fait. C'est-à-dire que si tu as un porte-parole, tu dois devenir quotidien. Et de même que tu dois tweeter ce qui se passe, tu dois tweeter ce qui se passe, ce qui va bien. Enfin, tu es quotidien, quoi, de toute façon. Et aujourd'hui, tu as vu par voilà, des connaissances à toi, dans notre groupe, etc., des gens qui sont allés aussi loin que ça dans l'incarnation ou dans la communication en continu? Alors sur la communication en continu, oui, moi j'en ai croisé parce que sur des groupes où à la limite la communication est presque plus naturelle en fait, hein, tu vois, parce que le business s'y prête plus, avec une posture très très différente. Maintenant, sur les sujets d'incarnation tels qu'on l'a fait, je l'ai pas vu de manière très transparente, je l'ai pas vu. J'avoue qu'on a été certainement, on a poussé le sujet relativement loin, mais parce que je pense qu'à un moment donné, on en a eu besoin. C'est-à-dire que il faut toujours passer un step. C'est-à-dire que quand Easy a été créée, elle est arrivée au bout d'une année. Moi, je suis arrivé en fin 2016, oui, oui, à la rentrée 2016 chez Adecco. Easy a été la décision de lancer Easy, ça s'est fait un an après en fait. Et on a présenté Easy en janvier 2018 à tout le monde lors du kick-off, c'est-à-dire le lancement de l'année de l'entreprise. Sur scène, j'ai présenté Easy et pour que Easy soit officiellement reconnu et soit présenté. Donc ça a été un processus un peu long, donc réfléchi, parce que on avait commencé à structurer la démarche de communication, parce qu'on avait des résultats de delivery et qu'on voyait qu'en fait on communiquait mal sur ce qui allait bien. Parce que c'est ça en fait le sujet, c'est qu'en fait le vrai problématique de la communication de la DSI, c'est que c'est que des communications d'alerte. Enfin, moi je connais beaucoup de gens qui communiquent quand ça va mal. Et puis en effet, tous les mois, tu reçois la newsletter des projets qui ont été délivrés. Mais toute la journée, tu as reçu, tiens, il y a un bug machin, il y a le réseau qui a pété un tel, et ainsi de suite. Donc l'ambition à un moment donné, c'est de se dire, OK, ça existe, et la transparence que tu évoquais, elle doit nous amener à être transparent et à communiquer sur ce qui ne va pas. Mais mince, il y a plein de choses qui vont bien. Et comment à un moment donné, et comment à un moment donné, on ne doit pas plus banaliser l'échec que le succès.
Et au contraire, voilà, il faut qu'à un moment donné, on ait une capacité à rebondir et apporter des messages qui soient cohérents vis-à-vis de ça. Donc typiquement, de manière assez... Et donc on a décidé de franchir le pas avec Easy, avec cette communication plus engagée vis-à-vis d'un porte-parole. Et ce qui était assez intéressant, c'est que Easy, elle avait une capacité quand elle apparaissait, donc elle avait différents avatars et elle avait, elle avait des avatars où elle était, des avatars où elle était contente. Voilà, c'était sympa. Et des avatars, alors le marketing m'avait fait en gros quatre, tu vois, quatre émotions. J'avais quatre émotions. Il y avait l'émotion contente, une émotion bon, bof, une émotion plutôt colère et une émotion pleur. Et, et elle me dit, et je dis, mais pourquoi vous avez l'émotion pleur? C'est bizarre quand même. Je dis, ah, bon, on va pas, sauf s'il y a un décès, mais c'est pas l'idée quand même. Enfin, à un moment donné. Elle dit, non, mais s'il y a quelque chose qui va pas, elle doit être triste que ça aille pas. Je dis, mais non, non, elle est pas triste. Elle est en colère. S'il y a quelque chose qui ne va pas pour l'utilisateur, elle est en colère. Elle doit être en colère que ça ne marche pas. Elle doit être rageant comme l'utilisateur parce que quand ça ne marche pas, il est en colère. Il n'est pas triste, l'utilisateur. Il n'est pas en train de pleurer parce que sa souris ne marche pas. Il n'est pas en train de pleurer parce que le logiciel ne démarre pas. Il est en colère. Eh ben, Easy, elle est en colère. Elle doit être en colère comme. Et on a supprimé le Easy pleureuse. Ça a été un débat assez rigolo en interne. Et en effet, quand ça ne marchait pas, elle était en colère. Parce qu'il fallait qu'elle soit en colère. Parce que c'est pas normal que ça ne marche pas. Et sur la valorisation des succès, tu vois, nous, sur RSA, c'est ce qu'on a mis en place, c'est-à-dire que tu valorises autant les points d'attention que les points de succès pour montrer que ça se passe bien et montrer aussi que, ben, voilà, que pour créer de l'engouement aussi, parce que si tu parles que des choses qui sont négatives là-dessus, est-ce que ces points de succès-là, il y avait des membres du COMEX ou du top management qui rebondissaient dessus, c'est-à-dire qui félicitaient ou qui était contributif dans le fait de putain merci c'est cool que vous ayez tenu la deadline, que ce soit passé ainsi, ça nous a beaucoup aidé, ou ça a mis du temps à ce que ça le soit. En fait, on a eu les alors ça naturellement, les gens le font pas forcément, je dois avouer. Mais je suis même pas sûr que ça soit, associé forcément à la DSI ou pas. Je pense que le sujet était plutôt l'inverse, en fait. C'était que comme, on avait défini un certain nombre de règles du jeu vis-à-vis du business, à savoir qu'il n'y avait pas de projet qui n'étaient pas des projets business, voilà, hormis peut-être comment, et encore même des points techniques, on essayait d'y associer le business pour qu'il y ait une compréhension de pourquoi il y avait des points techniques et de nous aider à faire de la gestion technique. De temps en temps, c'est dur d'avoir des invests, parce que par contre, si le business est là, c'est quand même plus simple. Ou en fait, de toute façon, par défaut, il y avait aussi une irradiation business du projet. C'est-à-dire que le projet, il était déjà sponsorisé par défaut. Alors, ça peut être un sponsoring Comex, ça peut être un sponsoring Codir, ça peut être un sponsoring, je dirais, un peu mid-management. Mais dans tous les cas, il avait une portée business ou il devait avoir une portée business. Sinon, il y avait déjà une question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ce projet? Et donc, à partir de là, bah, en fait, Easy, elle allait plutôt voir le business en lui disant, au fait, by the way, vous êtes content? Plutôt que de demander au business, alors, tu vois, et donc, naturellement, il y avait plutôt une co-communication qui se faisait de manière assez claire, où le business était en fait, de manière très transparente, très content d'utiliser Easy. Parce qu'eux, ils n'avaient pas en fait cette communication. Et ça nous est arrivé, à l'inverse, de devoir refuser des communications business qui voulaient utiliser Easy pour communiquer. Et on leur disait, bah non, c'est à nous. Nous, on communique avec vous quand on réussit ensemble. Si vous avez un truc à dire, vous le faites tout seul, quoi. Mais on va pas aller au carton avec vous pour raconter deux, trois trucs, quoi. Donc non, au contraire, je pense que les gens étaient plutôt contents de revaloriser parce qu'ils communiquaient de manière connue, parce que c'était clair, parce qu'ils savaient qu'en plus il y avait un auditoire, puisqu'une fois que tu as défini les canaux de communication qui soient clairs, les gens s'attendent à avoir ces canaux de communication. Donc on était plutôt dans une forme très très collaborative de communication. Alors après, c'est pas facile et puis t'as pas toujours le truc, mais moi j'ai plutôt eu des retours très positifs. Et puis comme c'est transparent, de toute façon, une fois que tu arrives à avoir cette transparence dans le sujet, dans ce qui se déploie et ainsi de suite, bah, très vite, tu arrives à avoir de la com et très vite, tu fais nous, on faisait typiquement comme des communiqués de presse en fait. On avait Easy qui était notre porte-parole, donc Easy, elle faisait des communiqués de presse en interne. Et donc, tu peux faire. Donc, tu as la direction entre elle avec Easy, machin, et à la fin, tu sais, exactement comme un communiqué de presse qui peut être très très drôle en fait. Et ça crée une dimension très très différente. Mais encore une fois, la composante, et je l'élude jamais parce que les gens me disent, ouais, bah, c'est bien beau ton truc, mais il faut que ça marche. Oui, en dessous, il faut que ça marche. C'est-à-dire que tu peux pas, voilà, dans la pyramide de Maslow, il faut quand même que la pyramide soit sur place. C'est bien de jouer avec la cerise là-haut, mais il faut qu'en dessous, ça tienne un peu, quoi.
En fait, c'est pas la cerise dans le sens où on c'est pour se faire plaisir. C'est juste que clairement, il faut avoir des fondations qui fonctionnent. Mais que si tu veux mettre des watts dans une transformation qui fait que les solutions que tu mets en place fonctionnent, que les gens se les approprient ou autres, tu es obligé de mettre des watts dans la communication et dans l'engagement des collaborateurs. C'est plus ça. Oui, c'est clair. Et puis surtout, il faut avoir une constance. Je pense que le vrai sujet, c'est il n'y a rien de pire que l'inconstance. Il faut avoir une constance dans la com. Il faut avoir les gens. Enfin, on peut dire ce qu'on veut hein, dans des cadres de transformation. Les gens aiment bien garder quand même certaines habitudes. C'est-à-dire que quand tout change, on aime bien que ça change pas. C'est-à-dire que ça, c'est un peu un. Mais tous, hein, enfin moi le premier, j'ai pas de sujet avec ça. Donc on aime bien garder un peu nos habitudes. Donc c'est aussi intéressant de forger des habitudes et de forger des canaux qui soient toujours standards, qui soient toujours connus. Voilà, le fil communautaire Easy, c'est un fil communautaire comme tu peux suivre des fils communautaires Twitter et ainsi de suite. En fait, toi, donc tu t'abonnes dessus et tu sais que ça va communiquer et que tu vas recevoir tous tes éléments et ainsi de suite. De la même manière, quand tu es habitué à voir l'application et que l'application t'envoie des notifications, bah, tu sais que tu reçois tes notifications et que ça va bien se passer. Donc, le but du jeu aussi, à un moment donné, quand tu cales ces principes de com, c'est vraiment de caler des canaux connus sur lesquels tu vas pouvoir jouer et sur lesquels les gens vont toujours se retrouver parce qu'ils savent. Hein, tu disais tout à l'heure, je vais pas à la bonne réunion, je vais louper. Bah non, là, c'est pas un problème de réunion. Là, il suffit que tu suives le fil de l'actualité et tu es toujours au courant. Et tu sais que c'est là que tu peux aller. Et donc, en effet, ça te permet très vite de communiquer en positif ou en négatif. Et on a eu un cas, toi, c'est moi, là où on a vu que notre investissement était hyper payant, on a eu un gros crash d'un de nos prestataires d'hébergement à un moment donné. Quand je dis un gros crash, il a carrément cramé un data center, hein, donc c'était quand même un gros crash. Et donc là, forcément, beaucoup de choses s'arrêtent, pour pas dire tout. Et nous, on avait la chance d'avoir en place tous les canaux de communication prêts, qu'on n'utilisait pas spécialement pour de la gestion de crise, mais qu'on utilisait pour la communication en day-to-day. Et quand on est passé dans ce mode crise, ben, on a eu juste à déclencher tous ces canaux de communication, qui étaient l'app mobile, qui était la partie SMS, qui étaient des sujets communautaires. Et on a pu communiquer de manière ultra rapide et ultra dynamique vis-à-vis de l'utilisateur. Hein. Adecco, le groupe Adecco, c'est 1000 agences et bureaux en France. Donc, tu imagines bien que tu n'appelles pas 1000 personnes, hein, c'est pas possible. Sauf que quand l'appli plante, leur appli core business legacy plante, ça plante quoi. Et là, bah, on a pu communiquer de manière ultra dynamique, ultra rapide, avec des vrais sujets où on disait bah, voilà, on vous communique, voilà, dans 1 heure on communique, dans 2 heures on communique, et vous aurez une sorte de journal TV qui vous dira voilà, voilà comment ça va se passer, et ainsi de suite. Et en fait, on était le seul pays au sein du groupe Adecco à avoir cette capacité de communication qui nous a permis bah, de prendre aussi des décisions assez réfléchies et posées parce que finalement, on savait que la communication était maîtrisée. Et que comme la communication était maîtrisée, c'était beaucoup plus facile ensuite de prendre des décisions qui, même si c'était des décisions de crise, n'étaient pas des décisions où on était dans une urgence absolue de savoir déjà comment les gens allaient le percevoir. Parce que les gens étaient au courant finalement. Et ça, c'est un sujet qui paraît un peu. Moi, enfin, ça m'a beaucoup appris sur justement ces sujets de com de crise. Hein. C'est que on peut travailler beaucoup sur la gestion de crise. Je pense que la com de crise est super importante. Et dans la com de crise, il y a quels sont les canaux disponibles en cas de crise. Parce qu'il y a beaucoup de com de crise qui reportent sur les emails. Hein. Quand tes systèmes sont plantés, de toute façon, tu n'envoies plus d'emails. Donc, le sujet de la com de crise et des canaux de com de crise font partie aussi de ces sujets, je pense, qui finalement étaient une sorte de bonus à associer à nos outils de communication et marketing et qui sont super importants parce que derrière, quand tu maîtrises ta com, hein, tous les gens grands communicants te le diront, quand tu la maîtrises, c'est quand même beaucoup plus simple d'agir et tout le monde est rassuré. Moi, je vois, voilà, on avait les canaux de com, tout ça tombait, voilà, toutes les heures, ça tombait et toutes les heures, tu avais des news. Et toutes les heures, on disait voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on a monté, voilà ce qu'on est capable de remonter, voilà ce qu'on n'est pas capable de remonter, voilà dans quelle direction tu vas. Enfin, c'est super important. Et là, en effet, à chaque fois, bah, c'était Easy qui communiquait. Elle en a pris un peu plein la tête, la pauvre, mais c'était aussi un moyen quand même très très simple et en tout cas qui nous a permis de passer la crise mieux que beaucoup d'autres pays où, si tu veux, ils n'avaient même pas les numéros de téléphone des directeurs d'agence. Quoi. Donc déjà, la première chose que tu fais, c'est que tu es déjà tellement en stress d'arriver à communiquer avec les gens que tes décisions que tu prends sur le sujet, elles sont déjà pas bonnes. Ouais, c'est impossible de faire les deux en même temps, mais ok. Et sur la partie, donc tu disais, les autres business units ont vu l'intérêt d'avoir des moyens de communication clean en interne, etc. Et du coup, ça a fait des petits. Ils ont voulu, donc tu disais qu'ils ont voulu utiliser Easy, mais est-ce qu'ils ont fait quelque chose eux en interne différent? Est-ce que du coup ça a semé?
Alors ça n'a pas essaimé de la même manière parce que justement, ça faisait partie aussi des sujets, c'est que chaque direction doit avoir aussi son identité. Enfin moi je crois beaucoup à ça. Donc, c'est aussi l'identité qui reflète quelque part, le pilotage et la personne qui est en charge, hein, faut pas non plus, se leurrer. Je suis pas sûr que Easy serait, né avec un autre DSI ou ainsi de suite. Enfin voilà, on a chacun notre personnalité. Mais ça a amené en tout cas des vraies réflexions de communication et de transparence. Moi, j'ai vu bouger beaucoup de choses dans ça. Alors, des directions qui ont bougé, d'autres qui ont moins bougé. Mais les fonctions support au sens large ont beaucoup, beaucoup plus bougé pour communiquer. Tu vois, la direction financière a pas mal bougé et a compris à un moment donné, en effet, qu'il fallait améliorer la com sur un certain nombre de sujets pour éviter des dissonances, même si c'est très compliqué quand tu t'appelles Adecco et que tu es coté en bourse et que donc tu peux pas tout dire à un moment donné parce que c'est quand même compliqué. Mais néanmoins, il y a des nécessités de communication pour le faire, en interne spécifiquement. Idem sur les parties RH qui pour autant sont pas forcément les entités qui communiquent déjà pas mal, mais voilà, donc comment tu améliores, c'est quoi ton sujet. Et donc des vraies réflexions qui sont après portées sur des réflexions de bah, finalement la DSI, elle a des systèmes de hotline, il y a du helpdesk. Est-ce qu'il ne faut pas mettre des helpdesk en place de la même manière au sein des entités support? Est-ce que ça ne fait pas du sens d'avoir ce genre de choses? Et donc, il y a eu des réflexions autour de ça, c'est-à-dire de reconstitution de centres finalement de services autour des entités support pour aller vers une meilleure communication vis-à-vis du business et une meilleure prise en compte surtout des besoins. Et pas simplement un gentil comptoir devant les gens, quoi. Donc ça, je dirais qu'il y a une évolution, mais j'ai pas vu de révolution. Mais oui, il y a eu quand même une vraie évolution. Ouais, parce que la transparence, une fois que tu l'as fait d'un côté, c'est quand même compliqué. Moi, quand tu communiquais, il y avait des gens qui disaient, mais pourquoi nous on communique pas? Je sais pas, faudrait que tu demandes à ton patron. Parce que les gens finalement trouvaient plutôt sympa d'avoir plein d'infos. C'est-à-dire qu'en fait, à la fin, ils disaient, mais en fait, il n'y a que vous qui communiquez. Je fais, mais non, il n'y a pas que nous. Mais nous quand on communique, tu sais où tu vas aller le trouver en fait. Tu as besoin de chercher les 18 000 mails que tu as reçus. Tu sais où aller chercher. Ok. Et du coup, la posture donc de communication, de clean, de legacy plus de communication, t'a amené à pouvoir créer de la valeur et monter plutôt de juste gestion IT à création de services. C'est ça que tu me disais au tout début. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, parce que bah, après derrière, bon, il y a une appétence. Bon, j'avoue que j'ai une appétence naturelle pour le business et le digital. Je suis un peu né dedans, donc forcément, ça vit malgré mon grand âge. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es dans cette posture, qu'au niveau du business et même la direction générale comprend qu'en fait ce que tu fais, c'est vraiment à destination du business et que la techno peut servir le business, fondamentalement, en effet, ta posture change, ton poste change et tu peux aller vers des postes où en effet tu prends en charge de la techno au service du business et même voire de la techno pour faire du business. Hein, toi, une startup d'intérim digital interne, c'est d'abord de la techno, hein, et tu fais du business par de la techno uniquement, finalement. Idem pour la partie Adecco Analytics où là, c'est de la data, où tu crunches de la data pour décrypter le marché de l'emploi et tu vends de la techno. Alors, c'est sûr que tu vends ce que tu sors de la data, mais c'était vraiment de la techno pour sortir et pour cruncher de la data, décrypter l'emploi, décrypter les compétences, les métiers en tension, les pénuries. Donc, oui, tu arrives en fait à démontrer que la techno peut créer de la valeur pour l'entreprise et que même c'est un relais de croissance potentiel. Mais tu vois, c'est quand tu dis que ça peut et que c'est même un relais potentiel, moi ce que je me dis c'est autant est-ce que le DSI est ce DSI ou tel autre est en capacité de l'incarner, de le créer, c'est une chose, mais que une entreprise, tu vois, la techno c'est forcément, enfin je veux dire très très peu d'entreprises, même ébénistes aujourd'hui, où la techno peut impacter ton business de manière dingue avec des machines à commande numériques, ça dépend de la façon dont tu veux travailler, bien sûr. Mais du coup, est-ce que tu penses que, enfin, ma question elle est, est-ce que tu penses que maintenant les DSI qui vont être recrutés, cette nouvelle génération, ce ne sont pas des DSI qui ont une appétence business dès le début, une appétence market dès le début, qui doivent bien sûr faire leur preuve de gestion de legacy, etc., pour pas refaire l'erreur des CDO qui étaient hors sol, mais que le DSI, lui, il a une capacité de monter en puissance sur la partie business et qu'on va arrêter de faire des trucs un peu mixtes. Il y a quelques années, je sais pas si tu te rappelles, hein. C'est un sujet qui est de dire le DSI est mort. Ça fait 30 ans, ça fait 30 ans qu'on a voulu tuer le DSI. Alors, on a voulu tuer le DSI avec le directeur financier. Bon, manque de bol, ça n'a pas marché. Puis après, on a voulu tuer le DSI avec le directeur marketing, ça n'a pas marché non plus. Après, on a voulu le tuer avec
avec pas mal les RH, hein. Les RH ont essayé pas mal aussi, hein, mais on l'a pas tué. Et puis là, on a essayé de le tuer avec le CDO et on l'a toujours pas tué. Donc je pense que le DSI est quand même le poste le plus résilient de l'entreprise, parce que je pense que c'est le poste qui a le plus évolué dans l'entreprise. Parce qu'il est au contact de la techno et que ces dernières années, ce qui a le plus évolué, c'est la techno. Et que, en effet, comme tu le dis, les DSI qui arrivent aujourd'hui, quels qu'ils soient, ont été baignés sur cette évolution et cette transformation de techno qui a modelé le business, quoi qu'on en dise, et que donc oui, ils sont en capacité de le faire parce que finalement, c'est ce qu'on leur demande de faire. On doit leur demander de faire ça. Et c'est à eux-mêmes, même si on ne leur demande pas, de le faire. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie des missions du sujet, de comprendre que néanmoins, la techno, si elle fait beaucoup de choses, ne fait pas tout, parce que malgré tout, il y a quand même des sujets, notamment dans tout ce qui est transformation, la transformation de la culture de l'entreprise, parce qu'il est quand même toujours plus simple de mettre une nouvelle version d'une application mobile que de changer la culture d'une entreprise. Et que donc, il y a aussi quand même un temps de l'entreprise sur lequel il faut s'aligner et qui est quand même aussi très très important, hein. Le temps de l'entreprise est quelque chose de différent. Moi, j'ai vécu dans des entreprises où les temps étaient différents, hein. Tu ne vis pas dans des entreprises avec un temps comme de jardinage, comme tu vis avec des entreprises de vêtements, hein, si on citait les marques. Mais globalement, ce n'est pas le même temps, hein. Ce n'est pas les mêmes saisonnalités, ce n'est pas les mêmes rythmes. Et encore une fois, même l'intérim a un temps qui est encore plus court. Donc, ces sujets de temps et de culture sont, eux, par contre, intrinsèques, et donc il faut aussi les respecter. C'est-à-dire que ça fait partie du DSI de les intégrer dans les démarches qu'il va pouvoir mener dans la partie transformation, parce que s'il se met en travers de ce temps-là, il est mort. Mais bien sûr, il doit l'incarner. Et c'est pas qu'il peut, c'est il doit. Mais il faut le faire dans une logique où il faut toujours avoir en tête que aujourd'hui, l'informatique est quand même le meilleur ennemi des gens au jour le jour, et encore plus dans les temps où on est à distance, où finalement tu as quand même un écran devant la tête à peu près 24 heures sur 24, que ce soit ton écran mobile ou ton truc, et que donc l'expérience que tu dois proposer aux utilisateurs à travers cet écran doit juste être absolument parfaite, parce que sinon, on est toujours à un clic du concurrent. Et ça, c'est un vrai sujet aussi qu'on doit prendre en compte, c'est que finalement, cette pyramide de Maslow de base, de j'arrive à me connecter et je truc, si elle n'est pas là, elle ne permettra pas cette transformation. C'est évident. Ce qui fait des grands écarts, hein, ce qui fait des vrais grands écarts, parce que finalement, pour arriver à faire ça, en garantissant la sécurité, ainsi de suite, on tombe finalement dans le CTO super technique. Et puis de l'autre côté, il faut changer de cerveau et aller être dans la stratégie et comprendre comment cette transfo business et comment ce sujet va t'amener à être capable de transformer ton business et à en profiter. Donc, toutes tes stratégies, finalement, doivent tenir compte de ces deux impératifs. Mais par rapport au poste de DSI qui a voulu être tué plein de fois, etc., le changement qu'il y a, c'est que autant au tout début, c'était une nécessité, c'était un support, ça commence à faire. On a eu des vrais gains opérationnels, donc la technologie a quand même impacté, même il y a 20 ans, les choses. Là, c'est qu'il y a une explosion de technologies, de services, de briques à assembler qui fait qu'en fait, ça peut complètement rechanger les processus de l'entreprise, la façon de vendre, la façon de gérer son écosystème, on en parlait, mais que donc du coup, ça devient extrêmement indispensable pour pouvoir s'adapter dans ce monde, que de pouvoir changer ces briques-là rapidement, et que donc du coup, les entreprises qui n'ont pas réussi à mettre en place la tuyauterie nécessaire pour avoir un legacy sous contrôle, en fait, elles vont pas réussir à se transformer parce qu'elles n'auront même pas la capacité, parce qu'il y aura toujours trop de run à gérer, et que là, du coup, on est quand même sur un risque systémique dans l'entreprise ou vital. Est-ce que ça, tu le partages ou est-ce que c'est pas tout à fait comme ça ou il y a un truc que j'ai pas saisi? Ouais, alors le legacy, enfin, une application spécifique, c'est le legacy de demain. Enfin, je veux dire, Ouais, ok. Mais il y a des legacy plus ou moins forts qui sont plus ou moins critiques. ouais, mais encore une fois, enfin, après, on peut parler du legacy, mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Le legacy, on le construit tous les jours, en fait. La question qu'on a, c'est est-ce qu'on veut le gérer, comment on veut le gérer, et quel est l'impact de ce legacy? Il y a des legacy core system. Enfin, moi, je prends toujours l'exemple des banques, hein. Alors, j'espère que je dis pas trop de bêtises parce que j'ai jamais travaillé, mais j'ai quand même deux, trois amis qui y bossent, où il y a encore des Z-Series au fond de la cave. Et ça fait quand même pareil, 30 ans qu'on dit qu'on va remplacer les Z-Series. Manque de bol, les Z-Series, ça fait super bien les plus et les moins. Et finalement, dans les banques, et les multiplications aussi, mais souvent les divisions, ça marche très bien. Et pourquoi changer des chaînes opérationnelles, transactionnelles qui font des plus et des moins? On n'a jamais le ROI pour le faire. La vraie question, c'est est-ce que cette partie-là a un intérêt à être changée
vis-à-vis de mon business, ou est-ce qu'il suffit que je le plateformise, hein, moi je l'ai fait chez Adecco, on a mis une jolie couche d'API sur l'outil de paye et finalement ça suffisait, ou est-ce qu'au contraire, il faut que je repense mon business de manière absolue, non pas que je le dématérialise, mais que je le digitalise, hein. Moi, je fais une très grosse différence entre la dématérialisation et la digitalisation. Et quand je digitalise, là, c'est mon process qui change complètement. Et finalement, mon legacy, il a peut-être dans ces cas-là plus de sens d'exister. Mais toi, le legacy, en tout cas, est pas quelque chose qu'il faut voir dans un mode de où est-ce que je le pose et versus mon process. Et je pense que c'est dans cette logique-là qu'il faut toujours travailler sur sa gestion du légataire et ça n'empêche pas forcément d'évoluer. Il faut juste savoir, est-ce que c'est quelque chose qui est posé, puis je te dis, on peut le plateformiser. J'ai pas vu de cas où on ne pouvait pas le faire, hein, franchement, partout. Ou au contraire, je vais m'inscrire dans une logique de digitalisation de mon process, donc je le repense complètement et je réinvente ma façon de travailler. Et dans ces cas-là, je vais réinventer mon legacy, je vais le faire évoluer. Mais c'est toujours des sujets de trade-off par rapport à ça. Et je pense que le but du jeu des entreprises aujourd'hui, c'est surtout de s'assurer qu'elles mettent en place, que quand elles mettent en place en tout cas un système d'USP ou ainsi de suite, que la valeur créée par cette entité-là, elle soit claire. C'est-à-dire que moi, je défends l'idée que le spécifique aujourd'hui doit être dédié à ce qui fait la différenciation unique de l'entreprise sur le marché. Sinon, c'est une aberration parce que il faut aller chercher sur étagère ce qui existe ou racheter une startup qui va le faire. Enfin, mais arrêter le développement spécifique pour faire du spécifique. Ça n'a de sens que si en effet on ne le trouve pas ou au contraire c'est l'asset principal de l'entreprise. Il y a plein d'entreprises où c'est pas leur asset principal et où ils reconstruisent des legacy alors que dans ces cas-là il faut acheter parce que quand tu achètes ça va plus vite, hein. Enfin, bon après make or buy legacy c'est un autre sujet peut-être. Bon, mais j'espère que vous avez kiffé ce podcast. Comme toujours, n'hésitez pas à le partager sur LinkedIn, à le partager à vos collègues, chefs de projet IT, DSI. Ça nous aide toujours à trouver de nouveaux et des DSI toujours plus intéressants. Et écoutez, ciao!